Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à cette émission que j'aurai le plaisir d'animer aujourd'hui. Et merci de vous être connectés et inscrits si nombreux. On avait plus de 1300 inscrits, preuve que le sujet du développement durable intéresse, voire passionne une majorité de professionnels du marketing. Alors je me présente, je suis Pierre Gomy, je suis directeur marketing pour la région Europe centrale et Europe du Sud. Et le développement durable est au cœur des engagements et de la stratégie de Kantar, puisque depuis plus de 2 ans, on a une équipe centrale et un réseau d'experts qui est réparti dans les différents pays pour pouvoir conseiller les marques sur la manière de progresser sur leurs engagements de développement durable. Alors ce matin, nous sommes particulièrement heureux et fiers de vous dévoiler les résultats d'une étude qui s'appelle la Sustainability Sector Index. Vous entendrez plusieurs fois ce nom ce matin. C'est une étude unique au monde puisqu'elle a été réalisée auprès de plus de 30 000 consommateurs dans le monde pour comprendre ce qu'ils attendent des engagements des entreprises et quelles sont aussi leurs propres tensions pour aligner leur comportement avec leurs attitudes dans un contexte économique, géopolitique difficile, d'où le titre, hein, effectivement, dans un contexte de pandémie, d'inflation, de guerre. Est-ce que les consommateurs sont toujours engagés dans une consommation responsable et durable? Alors, ce matin, j'ai la chance d'animer un plateau exceptionnel. Et tout d'abord, j'aurai à mes côtés Jérémy Picandet, qui est directeur du planning stratégique de la division Insight de Kantar et aussi expert des thématiques RSE. Et effectivement, il aura le privilège de vous dévoiler un certain nombre d'insights et de résultats issus de cette étude. 4 marques également nous ont fait l'honneur de réagir en avant-première aux résultats de l'étude qui viennent juste de sortir. Hein. C'est sorti mi-septembre. Donc tout ce qu'on va vous dire ce matin, c'est très très frais et donc très nouveau sur les attitudes des consommateurs vis-à-vis de cette thématique de développement durable. Alors, 4 marques. Donc, Marion Moulin, directrice de la communication et des affaires publiques du groupe Rocher, nous fera le plaisir d'intervenir. Ensuite, nous aurons un témoignage de Géraldine Olivier, directrice RSE du groupe Fnac Darty, qui ne pouvait pas être avec nous ce matin, mais on vous diffusera la vidéo de nos échanges. Ensuite, on aura le plaisir d'échanger donc sur la même thématique des biens électroniques, mais cette fois-ci avec une entreprise RSE Native Recommerce qui est donc Benoît Varin, qui est entrepreneur et cofondateur du groupe Recommerce, mais aussi président de la Fédération nationale du réemploi, qui nous parlera de l'essor et voire même de la croissance exponentielle du marché du reconditionné. Puis enfin, on aura un témoignage de Pascal Demurger, autre entreprise à mission avec le groupe Rocher, directeur général de la MAIF. Et puis, et on continuera aussi, après ces interventions, à échanger avec Jérémy autour des insights de l'étude Sustainability Sector Index. Alors, quelques précisions avant d'entrer dans le vif du sujet. Premièrement, le webinaire sera accessible dès la fin de cette session. Il suffira juste de cliquer sur le lien que vous avez utilisé pour vous connecter maintenant. Et puis, par sécurité, nous enverrons aussi un email. Comme ça, vous êtes sûr de pouvoir regarder le webinaire si ça vous intéresse. Deuxième chose, si vous avez une question pour les intervenants, n'hésitez pas à utiliser l'onglet de chat en haut à droite de votre écran. Et donc, on se fera un plaisir de répondre à vos questions en fin de session si on a le temps. Si on n'a pas le temps, de toute manière, on s'assurera que vous avez une réponse individuelle à vos questions. Et on a aussi un centre de collaborateurs qui sont connectés sur ce chat et qui pourront répondre à vos questions. Troisième chose, vous aurez bien la présentation de disponible. De la même manière, on vous enverra un lien pour la télécharger. Donc, pas besoin de prendre de photos, de faire de copies d'écran. Tout sera pour vous à la fin de cette session. Et puis, si vous rencontrez des problèmes techniques, on ne sait jamais, il y a plusieurs choses à faire. Soit vous rafraîchissez votre écran, soit vous copiez-collez le lien et vous le mettez dans Google Chrome, hein, qui est vraiment le navigateur privilégié pour accéder à ces conférences. Puis, troisième solution, vous demandez sur l'onglet de chat de l'aide aux différents collaborateurs de Kantar qui sont connectés à cette session.
Eh bien, écoutez, maintenant, on va ouvrir cette session et par une question. Jérémy, Jérémy, bonjour. Bonjour. Écoute, ravi d'être avec toi ce matin. Et donc, il y a beaucoup de chiffres, beaucoup d'études qui sont publiées sur la RSE. Et la première question que j'ai pour toi, c'est en quoi cette étude Sustainability Sector Index est unique? Qu'elle apporte aux entreprises qui souhaitent progresser sur ces thématiques de développement durable? Comment est-ce qu'elle peut les aider, notamment à répondre à la question de ce webinaire, hein, comment face à un contexte géopolitique difficile, les consommateurs peuvent et les marques peuvent progresser vers un monde plus durable. D'emblée, je dirais, on va là parler de développement durable. Le développement durable, c'est un concept qu'on a parfois du mal à manier, mais c'est en somme un idéal finalement assez simple, selon lequel le progrès doit répondre aux besoins du présent sans compromettre ceux de l'avenir. Bon, c'est un idéal assez simple. Derrière cet idéal, en fait, il y a un impératif qui est devenu un impératif ultra contemporain. Il y a, tout le monde s'accorde à dire aujourd'hui qu'il faut agir face au climat. Oui. Et puis au-delà du climat, il y a des enjeux d'eau, il y a des enjeux de sol, il y a des inégalités économiques, sociales croissantes. Il y a de la défiance aussi à l'égard de nos dirigeants, de la science. Bref, c'est un impératif d'action et d'action, de plus en plus systémique. Et derrière l'impératif, il y a tout simplement une responsabilité, notre responsabilité à tous. Et quand je dis tous, c'est consommateurs, acteurs politiques publics, acteurs économiques. Mais nous qui sommes et représentons ce matin les grandes entreprises et les grandes marques du monde, notre responsabilité à nous, c'est dans notre capacité à, je dirais, conduire le changement, c'est-à-dire à tracer la voie. Et pour tracer la voie, il faut une boussole, un GPS, je vais faire de plus en plus moderne, un Google Maps, c'est-à-dire en fait une grille de lecture, des données, des points de repère. Ouais. Chez Kantar, on s'est donc doté, tu l'as dit, du Sustainability Sector Index, qui est une très vaste étude. Tu as parlé des plus de 30 000 interviews. C'est en fait 32 pays couverts, Ouais. 38, je crois, un peu plus de catégories et de secteurs, 38 catégories et secteurs couverts dans l'étude. Donc, c'est une très vaste base de données. Et puis, au-delà de la vaste base de données, je dirais que ce sont aussi des outils qu'on met régulièrement à jour. J'entends par là des cartographies sectorielles, Oui. des cartes qui permettent aux marques d'un secteur de bien cerner en fait quelle est la bonne approche et quels devraient être en fait les combats. C'est aussi la mesure des comportements éco-pratiques partout dans le monde. C'est enfin une segmentation, je pense, qui permet à nos clients de tous les horizons de ciseler un plan d'action ou une campagne. Très bien, écoute, merci, c'est extrêmement clair. Donc, on va aller dans le vif du sujet et de la thématique de ce webinaire. Comment est-ce qu'on peut s'attaquer aux problèmes de développement durable dans un monde d'anxiété totale, avec la guerre, la pandémie, l'inflation, tout ce qu'on peut voir se passer dans le monde? Comment l'étude peut nous aider à y voir clair, hein, et est-ce que finalement les consommateurs sont encore engagés dans une consommation plus durable? Alors, oui, je pense que tu as raison. Une bonne question initiale, en tout cas la bonne première question à se poser si on veut avancer et accélérer dans les transitions, Oui. c'est de se demander ce que veut dire aujourd'hui le développement durable en 2022. Alors, tu en as aussi parlé, hein, ce monde qui est devenu à la fois complexe, volatile, ambigu, etc. C'est aussi un monde d'inquiétude. Ça, c'est une autre de nos études fondamentales, la Kantar Global Issues, qui le souligne. Là, je crois que s'affichent les tout derniers résultats de cette étude. Et qui nous disent quoi? Qui nous disent que les consommateurs sont effectivement, enfin, ont tout un tas de raisons de s'inquiéter, crise économique, crise sociale, inflation, qui touche tout un tas d'endroits du monde. Il y a aussi le Covid, hein, qui n'est pas derrière nous totalement. Hein. Enfin, en France, en fait, ce qui est intéressant, c'est de voir que oui, les périls en la demeure, je dirais, viennent de toutes parts. Mais en fait, le combat contre le dérèglement climatique reste la priorité numéro 1. 48%, on le voit hein, s'afficher. Et qui augmente encore. Ça veut dire aussi que c'est une inquiétude qui est même plus forte. Inquiétude, hein, j'entends par là, c'est un sujet sur lequel on devrait apporter des réponses, qui passe devant même l'état économique du monde aggravé par l'inflation.
D'accord. Donc ça, c'est un fait. C'est une priorité, d'abord parce que je pense qu'on est bon nombre, pour ne pas dire tous, à vouloir être des consommateurs engagés. Et en parallèle, eh bien, là encore, tu as raison, la problématique est la bonne, c'est-à-dire que nous sommes quasiment les 2/3 à nous dire, j'allais dire, empêchés de l'être, d'être ces consommateurs engagés. C'est-à-dire que la hausse du coût de la vie, l'inflation qui pèse sur nos épaules nous empêche d'être ces consommateurs engagés que l'on veut être. D'accord. Alors, effectivement, c'est aussi pour ça, parce qu'il y a un désir partagé et qu'on ne peut pas l'oublier. Autrement dit, le développement durable, ça ne peut pas, ça ne doit pas être un luxe réservé à ceux qui en ont les moyens. Concilier choix écologique, choix économique, ou pour le dire encore autrement, donner accès à ces produits et ces services durables devient en fait une question très importante pour les marques. Comment aussi, côté consommateur, être ou rester solidaire. Face à soi, on a, quand on est une marque, face à soi, on a 80% des consommateurs français qui nous disent aujourd'hui que c'est aux marques de s'assurer qu'on peut encore se permettre d'être et de parler de consommation durable. D'accord. Donc ça, c'est peut-être effectivement le premier enseignement très fort de Sustainability Sector Index 2022. Le second, c'est peut-être, j'allais dire, marque, retroussez-vous les manches, agissez, parce qu'il y a une vraie volonté de la part des consommateurs de construire un effort commun. Ouais. Entre donc, les consommateurs, les marques ou les entreprises, et puis l'État qui est aux manettes ou régule le tout. Je vais prendre quelques chiffres. Effectivement, 55% des consommateurs français nous disent que les marques ont un rôle à jouer dans les débats sociétaux d'aujourd'hui. Preuve s'il en est que le développement durable, ce n'est pas que question de planète, d'environnement, etc. Bon, très fort. D'un côté, vous avez aussi 18% seulement qui nous disent que les marques qu'ils aiment proposent une alternative durable à leurs produits et services. 38% encore qui ne savent tout simplement pas où trouver cette alternative durable. D'autres données encore, 25% des consommateurs seulement qu'ils sont au fait des initiatives durables des entreprises. 57% encore qu'ils trouvent difficile de savoir si un produit est bon ou pas pour la planète. 58% que des certifications, donc on en parlera probablement un petit peu plus tard, mais Ouais, des notamment avec labels, l'e-commerce, ouais. voilà, des labels qui prouveraient les bénéfices environnementaux d'un produit, les pousseraient à acheter ce produit plutôt qu'un autre. Bref, agissez, mais aussi faites savoir et accompagnez le consommateur parce qu'il nous attend. D'accord, donc une forte attente vis-à-vis des marques, mais encore un certain nombre de demandes de clarification et finalement d'aide des marques qui ne sont pas encore suffisantes si on regarde bien ces chiffres. Alors j'ai une question pour toi, effectivement. Comment est-ce que cette étude va nous permettre d'identifier les défis principaux auxquels les entreprises doivent s'attacher de manière générale et puis peut-être aussi que ces défis sont différents d'un secteur à l'autre, puisque tu nous as dit effectivement qu'il y avait 38 secteurs étudiés, donc on ne va pas pouvoir les passer tous en revue ce matin, mais juste effectivement, si tu peux nous donner quelques exemples de challenges différents d'un secteur à l'autre. Alors, pour expliquer comment, en fait, la Sustainability Sector Index fonctionne, c'est-à-dire qu'on est parti, en fait, des 17 objectifs de développement durable établis par les Nations Unies il y a maintenant plusieurs années, donc qui correspondent en fait à 17 grands défis ou un guide de conduite pour que nous allions tous collectivement vers un avenir meilleur, sinon plus durable. Ces 17 défis, en fait, nous ont servi de grille de lecture, d'analyse, en déployant, en fait, 43 items environnementaux, sociaux, sociétaux dans l'étude. C'est aussi en fait en propre une grille pour ouvrir des opportunités de réflexion stratégique chez nos clients. Parce que, là encore, tu as raison, je pense que ce qui est intéressant de bien comprendre, c'est qu'en fait, des opportunités, on peut en trouver face à ces 17 défis. Ce qui est intéressant d'avoir en tête et de le garder, c'est qu'en 2022, en fait, ce sont 5 défis qui deviennent en fait des priorités impératives pour toutes les entreprises dans le monde. Je vais les citer. Vous avez la lutte contre le réchauffement climatique, j'en ai parlé. Vous avez la consommation et la production durable, pardon. Vous avez la protection de la vie sur Terre, sous l'eau. Vous avez l'accès au travail,
et un salaire décent. Vous avez l'accès à la santé et au bien-être. Ces 5 défis-là vont en fait recouvrir les 10 items, tu parlais de demande tout à l'heure, moi je parlerais même d'attente, les 10 items perçus comme les plus importants. C'est-à-dire devant constituer en fait des priorités pour toutes les entreprises dans le monde. Ces constats-là que je fais pour le monde entier, ils sont les mêmes en fait en France, avec peut-être une attention un peu particulière aux enjeux sociaux en France. Okay. On a fait 1789, hein, on est sensible oui, à ces sujets de société. Exactement. Donc effectivement, ces sujets d'exploitation de la main-d'œuvre, de faire cesser le travail des enfants, mais pourquoi pas, on en reparlera probablement, hein, mais de proposer à ses collaborateurs un salaire suffisant pour subvenir à ses besoins. Toutes ces questions-là, très sociales, hein, qui relèvent en fait du devoir de l'employeur aux côtés des devoirs de la marque commerciale, ça c'est une attente très forte en France. Oui, d'accord. Tout en n'oubliant pas l'environnement. Hein. D'accord. Alors effectivement, je parlais d'enseignement fort dans l'étude, j'en ai parlé, j'en ai évoqué 2, il y en a peut-être un 3e qui est aussi la demande aux marques faite de savoir où et comment s'emparer de ce développement durable. C'est-à-dire qu'il faut être effectivement à la fois crédible sur le combat, le sujet qu'on décide d'attaquer, mais il faut aussi avoir comme objectif, j'allais dire, de convaincre. On est tout de même, j'en profite là, on est quand même dans un contexte de défiance à l'égard de toutes les entreprises. Vous avez 66% des consommateurs français qui nous disent craindre que les entreprises ne s'intéressent à ces questions de développement durable que par intérêt, c'est-à-dire le leur. Hein. Donc, on dit à même hauteur, c'est l'affaire des marques, mais en même temps, on craint qu'en fait, tout ça ne s'agite que pour des raisons mercantiles. D'accord, donc il y a un doute sur la sincérité des démarches qui sont entreprises. Voilà, d'où l'objectif de conviction. C'est donc un chemin escarpé pour les marques, mais qui paie. C'est une stratégie qui paie. J'en veux pour preuve les résultats le classement Kantar BrandZ, classement international des marques les plus fortes, qui cette année voyait les marques perçues par les consommateurs comme engagées, voir leur valeur augmenter de 31% par rapport à 2021, ce qui était une hausse bien plus forte qu'auprès des marques perçues comme ne faisant pas partie de ces marques responsables. Donc, c'est une stratégie qui paye. Et là encore, pour le dire autrement, ce qu'on appelle aujourd'hui la RSM, donc la responsabilité sociétale des marques, est j'allais dire, et là où on peut trouver de la différenciation, de la préférence consommateur et donc de la valeur pour la marque. D'accord. Très bien. Alors, du coup, on va maintenant, je vais reprendre le deuxième aspect de ma question. Effectivement, on a vu qu'il y avait des enjeux globaux, un peu plus spécifiques en France, avec cette importance attachée aux problématiques sociales, que tout ça, ça permettait de faire croître la valeur des marques. Et donc, du coup, c'est très positif, même si effectivement, les marques doivent aussi le faire de manière sincère, pas uniquement pour le business. Je récapitule un peu ce que tu nous dis. Est-ce qu'on peut maintenant rentrer un petit peu plus en précision sur les attentes des consommateurs vis-à-vis de certains secteurs? J'imagine qu'on n'attend pas la même chose d'une marque qui agit dans le secteur des biens de consommation courante par rapport à une entreprise qui fait de la vente de biens électroniques, puisqu'on on a la chance d'avoir des interlocuteurs ce matin, ou une compagnie d'assurance. Alors, est-ce que tu peux nous dire un petit peu ce que l'on constate au travers de cette étude sur ces 3 marchés? Voilà. Les sujets ne seront pas les mêmes d'une catégorie à l'autre. Les opportunités, si on se place du côté des marques, ne seront pas les mêmes. Pour ce faire, en fait, je parlais tout à l'heure de cartographie sectorielle. C'est ça aussi que l'étude permet de dresser et donc de proposer à nos clients. Ce sont des cartographies par catégorie de produits. On les établit de manière assez simple en croisant pour un sujet la pertinence sectorielle de ce sujet. Donc sur l'axe horizontal du graphique qui apparaît à l'écran. Tout à fait. Par, aux yeux du consommateur, le sentiment que cela devrait être en fait une priorité pour les marques de cette catégorie parce que cela relève de leur responsabilité. Question assez simple. On croise ces deux questions pour un même sujet et donc on voit se dessiner un cahier des charges pour les marques d'une catégorie. D'accord. Donc juste pour récapituler, en haut, plus on est en haut, plus le sujet est important globalement pour les consommateurs. Ils attendent que les entreprises agissent sur ce thème. Et plus on est à droite, plus le secteur en particulier est jugé
responsable de cette thématique. Donc, par exemple, là, sur cosmétique, on va bientôt échanger avec Marion Moulin. L'overpackaging, c'est une thématique qui est hyper importante, c'est ça, hein? Exactement. Et donc, comme on va entendre le groupe Rocher nous parler de la manière dont il a intégré les objectifs de développement durable dans sa réflexion stratégique et dans l'avancée de sa marque, on s'est amusé à dérouler le mapping de la catégorie produits cosmétiques. Et ce qu'on voit apparaître en fait assez clairement, c'est que le sujet numéro 1, la priorité numéro 1, c'est le suremballage. Alors, rien d'étonnant, quand on sait que le consommateur, on lui demande depuis maintenant plusieurs décennies de trier les déchets chez lui. Donc, il a, je pense, il est en pleine conscience en fait de la masse de déchets qu'un foyer traite en son sein. Et puis, en fait, en face, il voit des marques sur cette même catégorie de produits cosmétiques, des marques agir. Des plus grandes, je pense à Chanel qui réfléchit, enfin qui repense complètement les emballages de sa gamme Chanel numéro 1. Je pense à l'Occitane qui propose des emballages hautes et des cartouches de recharge en boutique. Et puis, il voit aussi des toutes petites marques qui désormais proposent ce qu'on appelle des formules extemporanées, c'est-à-dire en gros des lots de pastilles que le consommateur achète sans emballage et vient réhydrater chez lui. Voilà. Donc, il voit que ça bouge, il voit que ça agit, il voit que ça avance. Donc, les attentes sont d'autant plus fortes. Très bien. Bon, il y a un certain nombre d'autres thématiques comme la surconsommation, on parle beaucoup de sobriété, et puis de pauvreté, et puis tu en parlais, l'empreinte carbone et le sans plastique. On a la chance d'avoir Marion Moulin qui représente cette industrie cosmétique, alors en tout cas au travers de la marque Yves Rocher, qui s'est développée depuis le début sur la thématique du développement durable, avec la cosmétique végétale. Marion, écoutez, je rappelle que vous êtes directrice communication et des affaires publiques au groupe Rocher, que le groupe Rocher, ce sont des marques iconiques, Yves Rocher, mais pas que. Il y a le Petit Bateau, Arbonne, et effectivement, tout uni autour de valeurs communes pour l'engagement et la nature. Alors toujours, merci d'être avec nous ce matin. Et j'ai une première question pour vous. Effectivement, Yves Rocher, c'est quasiment l'une des premières entreprises RSE native. On entend de plus en plus ce terme-là avec Digital Native, mais sauf que c'était il y a 60 ans. Et vous êtes, depuis 2019, une entreprise à mission. Donc, il y a un cheminement extrêmement cohérent. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur l'historique et effectivement la progression du groupe Rocher? Oui, bonjour à tous. Bien sûr, écoutez, c'est vrai que le groupe Rocher, depuis sa création par monsieur Yves Rocher, a toujours été passionné par la nature, par la planète et d'ailleurs par le génie végétal et toute la conception des produits au départ et la philosophie est par-delà. Et donc, dans le développement de l'entreprise et du groupe, aujourd'hui, effectivement, c'est un groupe qui est implanté dans 110 pays. On délivre à peu près 530 millions de produits. Donc, ça veut dire qu'effectivement, notre action, tout ce qu'on va pouvoir faire dans le développement va être du coup avec un impact assez fort. Et donc, c'est ce qu'on va chercher en devenant entreprise à mission en 2019. Et effectivement, vous en avez parlé tout à l'heure, on est plusieurs entreprises à avoir pris ce statut et être rentrées dans cette démarche-là qui est très engageante pour un groupe comme le nôtre, je ne vous le cache pas, mais du coup qui nous permet de tous s'aligner sur une vision commune, partagée, et qui en fait va être distillée dans l'ensemble des marques. Et donc, on s'est organisé aussi pour pouvoir mener à bien cette mission-là, parce qu'on est tout à fait conscient que l'entreprise, elle a un rôle à jouer dans l'évolution de la consommation au travers de son offre, mais pas que. Le consommateur aussi a un rôle à jouer dans la façon dont il va consommer. Et les collaborateurs du groupe sont clés également. Et donc, c'est par ça que j'aimerais juste vous expliquer quelle a été notre approche. C'est que lorsqu'on a choisi d'être entreprise à mission, on a lancé un baromètre de reconnexion à la nature qui s'appelle le baromètre Reconnect People to Nature, que vous pouvez aller voir sur Internet, où il y a un score de connexion à la nature et qui nous a permis en fait de pouvoir mesurer et d'évaluer le lien que les individus ont entre la nature et eux, en fait, et chaque individu partout dans le monde. Et à partir de là, on a regardé ce que ça pouvait leur apporter. Et on a vu qu'en fait, plus on était connecté à la nature, plus on se sentait bien. Donc, ça a conforté notre mission d'entreprise
qui est de reconnecter les femmes et les hommes à la nature. Une fois qu'on dit ça, on dit tout. C'est-à-dire qu'on se lève le matin, tous les collaborateurs, tous nos partenaires, toutes les parties prenantes du groupe, elles ont quelque chose qui fait écho et qui a du sens. Donc, c'est ça qu'on est allé chercher. Et puis après, on le met concrètement en action dans l'entreprise. On le met en action dans l'entreprise parce que ce score de connexion, il est bâti en fait autour de 3 éléments. La tête, donc c'est la connaissance. Ça nous a permis d'identifier que plus on connaissait quelque chose, plus on avait envie de le protéger. Donc, on a créé tout simplement une Nature Academy parce que c'est ce qu'on sait faire depuis de ce moment-là. On va former en fait d'ici 2030 tous nos collaborateurs, un peu plus de 15 000 collaborateurs partout dans le monde, à la bonne maîtrise de la nature pour mieux la protéger. Le deuxième pan, c'est tout ce qui est lié aux expériences de nature. Et donc là, on propose en fait aux collaborateurs d'aller planter des arbres, par exemple. Parce que quand on va planter des arbres, on se reconnecte à la nature, parce qu'on est immergé. On se reconnecte à soi-même parce qu'on est tout seul en train quand même de bêcher et c'est pas rien, de planter un arbre entre nous, voilà. Et puis on se reconnecte aux autres parce qu'en général, on ne fait pas ça seul. Donc du coup, c'est assez intéressant en fait comme approche et on fait ça avec la Fondation Yves Rocher. Et puis le dernier, c'est tout ce qui est lié à la notion de préserver la nature et à tout l'attachement qu'on peut avoir. Et donc là, c'est toutes les actions qu'on va avoir en RSE, tous nos engagements RSE, en biodiversité, sur l'eau, sur le plastique, évidemment, enfin tout ce qu'on peut faire. Et donc, du coup, voilà, c'est des sujets qui ont été préemptés de façon très forte, en fait, au niveau du groupe, depuis toujours. Mais c'est sûr que le passage à entreprise à mission nous a donné un élan, en fait. Très bien, alors extrêmement clair. Donc, effectivement, on voit une transformation qui se passe beaucoup par l'interne. Et puis, cette notion qu'on est des êtres de nature, peut-être autant, voire plus que des êtres de culture, et c'est ça ce qu'on doit accepter. Et alors, du coup, j'ai une seconde question pour vous. Est-ce que vous pensez que c'est à l'entreprise, avant, on voyait quelques chiffres que présentait Jérémy, de faire tous les efforts, ou est-ce que c'est au contraire aux consommateurs de faire les efforts? Comment est-ce que vous voyez les choses au groupe Rocher? Alors, je pense que la vérité est entre les deux. Et c'est là la solution parce que ça va être ensemble qu'on va y arriver, tous. En revanche, effectivement, s'il n'y a pas d'offre, c'est compliqué, mais s'il n'y a pas de demande consommateur, ça l'est également. Donc, c'est évidemment le cercle vertueux. Après, on a un sujet qui est quand même que la consommation, elle est très culpabilisante aujourd'hui et que du coup, il faut qu'on arrive en tant que marque à trouver des éléments de sens, de fond, à nourrir les marques pour que lorsqu'on va acheter un produit, on vit une expérience. On a un acte d'achat et quand on dit un acte d'achat, ce n'est pas anodin. Et vous l'avez évoqué tout à l'heure en début de présentation de votre étude, on a quand même des facteurs extérieurs aujourd'hui qu'on rencontre. Concrètement, aujourd'hui, on a aussi une notion liée à l'inflation, donc la consommation également drivée par le prix. Le bio s'effondre quand même pas mal. Donc, c'est arriver à trouver des moyens de, effectivement, on ne va pas consommer en masse, on va consommer plus intelligemment, plus responsable. Et donc là, on a besoin d'être tous ensemble pour pouvoir arriver à faire face en fait à ces nouveaux défis de consommation, à cette nouvelle façon de consommer. Et pour ça, nous, on va travailler, alors je parle un peu d'interne, je suis désolée, parce que sans l'interne, on ne peut pas proposer des offres en fait, qui correspondent aux consommateurs et aux besoins de la planète. Et en fait, et puis je trouve ça intéressant de partager aussi ça avec les plus de 1000 personnes qui sont derrière leur écran aujourd'hui, parce que on a en fait structuré l'organisation un peu différemment autour de la RSE, où on a un département RSE qui est très dans la prospective, très dans arriver à trouver des éléments les plus pertinents possibles et qui nous ressemblent. On ne va pas aller chercher des sujets mainstream, on va chercher ceux où on va être pertinent dans nos objectifs et nos engagements RSE, ce qui correspond vraiment à ce qu'on sait faire pour aller vite et bien. Donc ça, c'est quand même assez clé. Donc la prospective, on a un département qui gère ça. Et ensuite, on a dans toutes les marques du groupe des leaders RSE, des personnes en fait qui sont en charge de pouvoir travailler avec les équipes de développement, donc R&D, de travail sur les business models, etc., pour créer une dynamique
où on intègre en fait les enjeux RSE dans la réflexion de la marque. Et là, on trouve quelque chose de vertueux. Ce n'est pas la RSE ensemble. Et quand on arrive à faire des transverses, ben, on verra ce que l'avenir nous dira, mais je pense qu'on arrive à être assez vertueux là-dessus. Pour être un peu aussi où je dis, c'est aussi aux consommateurs d'évoluer. Moi, j'étais surprise en intégrant le groupe. Donc, je vais vous dire un petit… j'ai été bluffée par un produit qui est un éco-shampoo, enfin, vous voyez, un concentré en fait de produits qui permet en une goutte de se laver complètement. Sauf qu'en fait, les gens se disent « Ah bah, c'est super, ça sert, c'est pour mes voyages. » Bah non, en fait, c'est pour tout le temps. Parce que, vous voyez, par exemple, c'est un produit qui est grand comme ça. L'autre est à côté. On n'a pas besoin de se dire qu'avec le grand produit, il y a plus d'eau dedans, il pèse plus lourd en transport, en stock, etc. Et ben, le consommateur aujourd'hui, c'est long pour le former, l'informer sur des innovations. Et je pense aussi que c'est le challenge, on passe un peu plus de temps en magasin, il faut comprendre les produits, il faut de la lisibilité, il faut de la transparence dans la communication. Après, voilà, chaque innovation peut évoluer. On a évidemment un grand succès des shampoings solides. Ça, c'est sûr que c'est des nouvelles façons d'usage des produits. Et donc, c'est en ça où je pense qu'on va y arriver, en proposant des nouveaux produits avec un consommateur qui les teste et qui évolue. Et puis, donc ça, c'est une nouvelle offre. Et puis, je pense que c'est intéressant aussi de regarder des nouveaux business models. En nouveau business model, dans le groupe Rocher, il y a Petit Bateau. Petit Bateau, j'allais dire tout le monde connaît. Et le slogan de Petit Bateau, c'est liberté, qualité, durabilité. Et en fait, on a travaillé sur cet angle-là pour venir nourrir bien la marque et créer un business model qui réponde aux consommateurs et à tout ce que j'évoquais auparavant. Et en fait, on a créé un système de seconde main qui est complètement géré en fait en interne. 100% en fait du système circulaire de seconde main est géré en interne. Vous venez en boutique, vous déposez votre produit et il est réintégré. Vous pouvez le retrouver dans une autre boutique X mois après. Ça, c'est un modèle qui fonctionne très, très bien. La première année, on a récupéré environ 13 000 pièces par mois, vous voyez, donc c'est quand même un beau succès. Donc, c'est quelque chose qu'on va vraiment continuer parce que quand on a des produits qui sont de qualité, qui font plusieurs générations, c'est vraiment intéressant de pouvoir capitaliser sur une valeur produit pour pouvoir créer des nouveaux business models. Et je pense que Petit Bateau est un succès en ça. Il faut savoir qu'en faisant ça, ça a un impact positif sur la marque, sur nos clients et puis pour la planète. Donc, je pense que c'est assez… voilà, success comme histoire, et je voulais vous la partager parce que les business models qui évoluent de marques qui sont aussi anciennes, c'est intéressant à partager. Merci beaucoup. Alors du coup, effectivement, on l'a vu dans le mapping, il y a un challenge qui est particulièrement important pour l'industrie cosmétique, mais pas que, hein, c'est transversal, c'est l'empreinte carbone. Vous venez de citer 2 exemples qui permettent de limiter l'empreinte carbone. Hein. On transporte des produits avec moins d'eau, donc on limite l'énergie qu'on utilise pour transporter ces produits. Pareil pour l'économie circulaire dont vous venez de parler. Mais est-ce que vous avez des initiatives originales dans le groupe Rocher sur cette thématique de la transition énergétique qui est quand même la principale émettrice d'empreintes de gaz à effet de serre, dont on depuis d'ailleurs de 1972. Alors, oui, on a des initiatives qui nous sont propres parce qu'on ne fait pas toujours les choses comme tout le monde. Et on s'est inscrit effectivement sur un sujet lié à la transition énergétique qui est de mettre en place une stratégie low carbone. Et en fait, l'objectif qu'on a au travers de ça, c'est de réduire nos émissions directes de gaz à effet de serre de 50% d'ici 2030 par rapport à nos émissions de 2010. Et pour ça, on a fait en fait un choix qui était assez drastique, si je peux le dire, qui était qu'en fait, on n'utilise pas le marché volontaire de la compensation carbone. On va penser à la meilleure façon d'améliorer la situation en réduisant nos émissions plutôt que de les compenser. Et ça, c'est une vraie posture. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui est très engageant, c'est des investissements, c'est penser sur le long terme. Alors, comme nous sommes une entreprise familiale,
on pense sur du long terme, évidemment. Et donc, pour ça, on a plusieurs actions. Une qui est avec des investissements importants, comme par exemple, dès 2019, on a investi dans 4 machines de soufflage qui permettent de produire sur site, dans nos usines, nos emballages, en fait. Ça permet d'éviter, comment dirais-je, d'avoir des transports de grands contenants et que du coup, c'est un nouveau schéma de production. Et l'entreprise, elle ne reçoit plus en fait les emballages prêts à être remplis. Et du coup, ça économise pas mal des émissions liées au transport. Donc ça, c'est des choses qu'on peut faire. Après, il y a évidemment l'ensemble des sites en France sont en énergie consommée renouvelable, qui sont d'origine renouvelable, pardon. Donc c'est ce genre de choses en fait qu'on va chercher. On va chercher pas à aller plus loin et d'être dans quelque chose qui soit pour nous le plus intelligent possible par rapport à nos modèles en fait. Voilà. À peu près ce que je pouvais vous dire. Mais en tout cas, je voulais également dire un petit mot. Je vous remercie beaucoup, Pierre et toute votre équipe, parce que c'est vrai que ce type de réunion, c'est important parce que je pense que c'est en partageant en fait nos façons de faire qu'on va arriver à bouger vite et mieux. Et ça, c'est quelque chose qui me semble assez important. Merci beaucoup pour ce témoignage. Enfin, je suis sûr qu'effectivement, l'exemple du groupe Rocher que vous incarnez si bien est effectivement une vision très inspirante pour l'ensemble de notre audience. Je rappelle, vous êtes une entreprise à mission qui s'est fondée sur ces engagements de la nature, et c'est dans la cohérence et effectivement la perspicacité dans les combats que vous menez que se construit une autre manière de consommer, une autre manière de produire, plus respectueuse de la nature, des humains. Donc, bravo pour cette démarche. Merci encore pour votre participation. C'est maintenant à un autre secteur, une autre catégorie, et dont on va parler avec le groupe Fnac Darty et Recommerce. C'est celui des biens électroniques. Alors, Jérémy, je me retourne à nouveau vers toi, puisque tu es notre voix du consommateur, et puis plus que ça, plus que la voix, le décryptage de la voix du consommateur. Qu'est-ce que l'on apprend au travers de cette étude Sustainability Sector Index sur les enjeux spécifiques des entreprises qui agissent soit en tant que producteurs ou retailers de biens électroniques? A fortiori, parce que nous avons 2 intervenants sur ce secteur, ouvrons la cartographie propre à cette catégorie des produits électroniques. Eh bien, là encore, j'allais dire, la lecture du cahier des charges est assez simple. En fait, on voit poindre en fait 2 grands enjeux que sont d'un côté les déchets, en tout premier lieu les déchets dangereux, premier sujet, et second sujet, tu viens de l'évoquer avec Marion, c'est l'empreinte carbone. Donc, ce sont 2 sujets que les consommateurs, notamment donc, français, considèrent comme des sujets importants, en tout cas qui devraient être des sujets importants. Ce sont aussi là 2 sujets qui devraient constituer des priorités pour les marques de cette catégorie et puis qui, je pense, vont particulièrement intéresser nos 2 intervenants parce qu'ils résonnent, enfin ces 2 sujets résonnent avec les missions que, j'allais dire, chacune de ces marques à sa manière se donne en fait dans son univers concurrentiel et puis plus largement dans la société. Très bien, mais sans plus attendre, je vous propose d'écouter le témoignage de Géraldine Olivier, donc qui ne pouvait pas être avec nous ce matin, je vous l'ai dit, qui est directrice RSE du groupe Fnac Darty. Et j'ai eu la chance de m'entretenir avec elle il y a quelques jours. Je vous propose de regarder la vidéo de nos échanges. Bonjour Géraldine, merci beaucoup de nous accueillir ce matin dans vos locaux. Vous êtes directrice de la RSE pour le groupe Fnac Darty et j'aimerais que vous puissiez réagir à un certain nombre d'enseignements qui ressortent de l'étude Sustainability Sector Index que nous avons menée dans plus de 30 pays et notamment en France. Alors, qu'attendent les consommateurs, plus spécifiquement des distributeurs de produits bruns et de produits blancs? La première chose qu'ils attendent, c'est la lutte contre le surpackaging, l'overpackaging. Deuxième chose, c'est comment est-ce que ces distributeurs vont pouvoir réduire leur empreinte carbone, lutter contre les gaz à effet de serre. La troisième chose, c'est la thématique
des énergies propres. Et puis, le quatrième engagement sur lequel ils attendent les distributeurs, c'est le recyclage des produits dangereux. Alors, comment le groupe Fnac Darty se positionne sur chacun de ces enjeux et quels sont à la fois vos projets sur ces domaines et puis peut-être des ambitions pour l'avenir. Alors bonjour Pierre déjà, puis bonjour à toutes et à tous. Écoutez, alors Pierre, si vous me permettez, avant de rentrer dans le détail des 4 sujets, et je n'élude pas la question, il est important de noter en fait que le groupe Fnac Darty est vraiment engagé sur l'ensemble de ces thématiques et je dirais plus globalement. On l'a réaffirmé début 2021 avec la publication de notre plan stratégique Everyday, dans lequel notamment il y a vraiment un sujet, un pilier autour de la durabilité et puis plus globalement on a un certain nombre d'objectifs qui sont des objectifs RSE. Et puis à l'occasion de la publication de ce plan stratégique Everyday, on a réaffirmé aussi notre raison d'être qui est s'engager pour un choix éclairé et une consommation durable. Et au-delà, je dirais, à la fois du plan stratégique de cette raison d'être, on a aujourd'hui au sein du groupe Fnac Darty une gouvernance très décentralisée autour de la RSE qui fait qu'aujourd'hui, finalement, tous nos collaborateurs sont intégrés dans cette démarche RSE et c'est ça qui est vraiment, je dirais, un modèle gagnant pour Fnac Darty. Et c'est vraiment aujourd'hui dans l'ADN du groupe et surtout dans le business model. Si on reprend le sujet de l'overpacking, alors effectivement, c'est un sujet alors qu'on adresse depuis déjà un certain nombre d'années, puisqu'on a dans nos entrepôts notamment un certain nombre de machines qui permettent en fait de réduire l'emballage et quand on suremballe en fait nos colis, les colis qu'on expédie à nos clients, c'est ajusté vraiment au plus proche de la dimension des colis. On a aussi des réflexions en cours sur l'utilisation de packaging qui pourrait être réutilisable. Donc, on a vraiment déjà pris ce sujet à bras-le-corps. Mais je dirais, ce qui est intéressant, et si vous me permettez une petite digression, c'est que sur les colis, l'empreinte carbone des colis, donc il y a effectivement l'emballage, mais il y a un sujet qui est l'empreinte carbone, c'est finalement le transport, comment on optimise aussi le transport entre nos entrepôts, nos magasins ou entre nos entrepôts et puis finalement le client final. Et là aujourd'hui, on a vraiment une volonté que de s'engager concrètement sur ces sujets-là. On a signé, d'ailleurs, on a contribué à l'élaboration d'une charte sous l'égide du ministère de la Transition écologique d'engagement pour un e-commerce plus responsable. Et puis, nos équipes transport, récemment, se sont engagées dans l'initiative de l'ADEME Fret 21, justement pour la réduction de l'empreinte carbone de tout ce qu'on fait en termes d'e-commerce. On parle aussi beaucoup du groupe Fnac Darty sur le programme Darty Max, puisque au-delà de se débarrasser des produits qui sont en fin de vie, il y a une autre problématique, c'est allonger la durée de vie des produits. Alors, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur ce programme Darty Max? Comment vous l'avez mis en place? Quel a été son accueil, à la fois pour les publics internes et les publics externes? Alors effectivement, donc j'ai évoqué le sujet de la durabilité, qui est vraiment au cœur de la stratégie RSE et de la stratégie globalement du groupe Fnac Darty. Qui dit durabilité, effectivement, on pense tout de suite à allongement de la durée de vie, donc à réparation. Aujourd'hui, on fait le constat en France que le coût de la réparation est un coût qui peut être significatif pour les ménages français. Et donc Darty Max, en fait, s'inscrit dans cette possibilité qu'on va offrir à nos clients d'allier de la durabilité et puis du pouvoir d'achat, puisqu'on est sur un mode d'abonnement mensuel, donc ce qui permet d'amortir finalement le coût de la réparation. Donc Darty Max a été lancé en 2019, et puis petit à petit, dans les dernières années, on a vraiment élargi la gamme de produits qui rentrent dans Darty Max. Et d'ailleurs, les produits qui sont éligibles à Darty Max, c'est des produits que vous auriez acheté chez Fnac Darty, mais pas que. La grande nouveauté, donc, en 2022, concernant Darty Max, c'est qu'on a ajouté un service, d'entretien. Donc, chaque abonné Darty Max bénéficie d'une visite pour avoir des conseils d'entretien. Et ce qu'il faut savoir qu'aujourd'hui, quand nous, on récupère des appareils en réparation, il y a vraiment une part très significative, au-delà de 50%, d'appareils qui finalement sont pas vraiment en panne. Et c'est des sujets d'entretien. Et donc ce sujet, ce nouveau service de maintenance préventive qu'on offre à nos clients, à nos abonnés Darty Max, contribue aussi globalement à l'allongement de la durée de vie des produits.
Ah oui, effectivement, vous êtes très bien positionné sur l'allongement de la durée de vie de produits. Mais alors, comment est-ce que vous vous positionnez aussi sur un autre marché, c'est celui de la vente des produits de seconde main, dont on parle beaucoup? Alors effectivement, oui, qui dit allongement de la durée de vie, donc on a parlé réparation, on a parlé d'Artimax, et effectivement, le troisième grand pilier, c'est tout ce qu'on fait autour de la seconde vie. Alors ce qui est important de noter, c'est que vraiment la seconde vie fait partie du business model de Fnac Darty. Ouais. En 2021, il y a vraiment une direction de la seconde vie qui a été créée et qui est rattachée à la direction commerciale. Donc aujourd'hui, on offre à nos clients des produits effectivement de seconde vie via nos deux marques Fnac Occasion et Darty Occasion. D'accord. Et puis, je dirais que au-delà de la seconde vie, de la valorisation de produits via ces deux marques, qui sont d'ailleurs à la fois disponibles sur nos sites internet, mais aussi en magasin, finalement, on a une vision de la seconde vie beaucoup plus élargie. Alors la deuxième thématique, c'est celui de la réduction de l'empreinte carbone et de la lutte contre les gaz à effet de serre. Alors justement, quels sont vos programmes d'action en la matière? Alors, sur le sujet du carbone, il est important de noter en fait que pour un retailer comme nous, l'essentiel de notre empreinte carbone réside dans les produits que nous vendons. D'accord. Ça c'est majeur. D'ailleurs, on a publié notre premier bilan carbone à fin 2021 et donc effectivement 90% de l'empreinte carbone du groupe Fnac Darty, ce sont des émissions indirectes sur les produits que nous vendons. Et là, sur ce sujet-là, donc nous sommes en train de fixer des objectifs sur le scope, ce qu'on appelle le scope 3, ouais, et d'avoir une démarche aussi de validation auprès du SBT sur le scope 3. Sur nos émissions les plus directes, c'est-à-dire le scope 1 et le scope 2, l'électricité qu'on consomme, l'essence, les carburants qu'on met dans nos différents camions, dans notre flotte de livraison, là, pour le coup, on a un objectif qui est déjà ancré dans le plan stratégique Everyday et une réduction de moins 50% à horizon 2030 versus 2019 sur des émissions les plus directes. Troisième thématique, parmi les freins qu'évoquent les consommateurs dans notre étude, il y a aussi leur manque de connaissance des produits qui sont vraiment durables par rapport à ceux qui le sont moins ou ceux qui le sont pas. Donc il y a un vrai besoin de pédagogie, d'information et puis de lisibilité sur ce qu'ils achètent. Alors du coup, qu'est-ce que vous mettez en œuvre pour les aider justement à dépasser ce frein? Alors effectivement, Pierre, c'est vraiment un sujet hyper important que d'embarquer tout l'écosystème et effectivement de rendre lisible nos produits, notre engagement en termes de durabilité auprès des clients. Et pour ce faire, depuis des années, on a développé en interne ce qu'on appelle le score de durabilité. Le score de durabilité, en fait, c'est la moyenne entre la fiabilité et la réparabilité des produits. Fiabilité, donc c'est le taux de panne, et ça, vous savez que nous sommes le premier réparateur en France, et donc on a des datas sur les pannes de nos appareils qui sont énormes. Ouais. Et sur la réparabilité, donc ça, c'est une connaissance que nous avons sur est-ce qu'un appareil est plus réparable qu'un autre. Et puis l'autre sujet aussi, c'est une fois qu'on a un appareil qui est fiable, qui est réparable, c'est les pièces détachées. Et donc dans notre score de durabilité, on intègre aussi le nombre d'années de mise à disposition des pièces détachées. D'accord. Donc ça permet de faire un score de durabilité. On est capable aujourd'hui de scorer l'ensemble de notre gamme de produits et on donne cette information à nos clients et donc aussi à nos fournisseurs par différents biais, notamment le baromètre du SAV. Et donc je vous invite tous à consulter le baromètre du SAV sur notre site L'éclaireur Fnac, puisqu'on vient de le publier à fin septembre. Et on est allé un cran plus loin, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a un certain nombre de produits qui sont logotés choix durable, sur la base justement de ce score de durabilité. Et ce choix durable, on l'indique à la fois sur nos sites de e-commerce fnac.com et darty.com, et également en magasin. Alors, la quatrième thématique, c'est la thématique du recyclage. Qu'est-ce qu'on fait des produits dangereux ou des produits qui sont en fin de vie? Qu'est-ce que vous avez du coup mis en place? Alors en fait, on n'a pas mis en place quelque chose de spécifique, parce que depuis des années, en fait, c'est déjà mis en place. Donc si je prends le sujet de la D3E, donc tout ce qui est déchets électroniques et électriques, depuis des années, en fait, nous sommes déjà très investis sur le sujet. Aujourd'hui, quand Darty vous livre une machine à laver, eh bien, Darty vous offre la possibilité effectivement de rendre votre ancien appareil, mais d'aller un cran plus loin et vous pouvez nous remettre aussi d'autres éléments d'électroménager ou de petit électroménager. Donc, on va au-delà de notre obligation légale. Ce qui fait qu'aujourd'hui, et ce depuis des années, on est déjà aujourd'hui le premier remettant de D3E en France, donc un éco-organisme qui s'appelle Écosystème, et on parle à peu près de
à l'échelle du groupe de 50 000 tonnes de déchets de D3E qui sont remis à notre partenaire. D'accord, donc effectivement, à partir du moment où ça devient au cœur du modèle pour une réinvention des manières de produire et de consommer, les consommateurs devraient être automatiquement embarqués autour de votre purpose, que je vous propose de rappeler d'ailleurs à l'ensemble de l'auditoire. Et effectivement, notre raison d'être, c'est s'engager pour un choix éclairé et une consommation durable. Donc effectivement, au cœur de la problématique. Merci beaucoup Géraldine de nous avoir reçus ce matin et à très bientôt. Merci Pierre. Bonjour Benoît, on vient d'entendre Géraldine Olivier, donc, qui agit sur une catégorie du commerce électronique, nous parler des avancées de son groupe, notamment sur les thématiques de recyclage. Donc Benoît, je rappelle que vous êtes entrepreneur et cofondateur du groupe Recommerce Group, que vous êtes également président de la Fédération nationale du réemploi. Et finalement, Recommerce, un peu à l'instar de Yves Rocher, c'est une entreprise là du coup qui est RSE native. Vous allez nous rappeler la genèse 2009. Vous aussi, vous étiez avant l'engouement pour l'économie circulaire et le recyclage. Alors première chose, déjà merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Première question que j'ai envie de vous poser, c'est finalement, quel est l'impact d'un achat de téléphone reconditionné par rapport à un neuf? C'est ça le cœur de la problématique finalement. Alors, merci Pierre et bonjour à tous et à toutes. Déjà, pour vous présenter Recommerce, on est actuellement très fiers d'être 150 collaborateurs présents dans plus d'une dizaine de pays, surtout en Europe. Et effectivement, notre vraie mission d'entreprise, c'est à la fois lutter contre le gaspillage des équipements non utilisés et de rendre accessibles des équipements d'occasion, reconditionnés, de qualité. Donc, on a ces deux axes-là, un axe très environnemental, puisque comme ça a été rappelé par Fnac Darty juste avant, en moyenne, c'est 80% de notre impact environnemental qui vient de la production de produits manufacturés. Et si on arrêtait de produire des produits neufs, alors révolution, révolution économique, du paradigme économique et néolibéral, mais si on arrêtait de produire, j'ai vu dans le chat ce que Stéphane, et je salue Stéphane en même temps, l'appellerait plutôt la sobriété, consisterait à arrêter de produire et de consommer des produits neufs et de faire que réparer, acheter des produits réparés, reconditionnés. Donc, pourquoi aller vers cette lutte contre ce gaspillage et ce réemploi et cette société de la réparation et cette société du réemploi? C'est parce qu'on s'est rendu compte et on est conscient que un produit neuf comparé à un produit reconditionné, pour un smartphone par exemple, c'est 50 kg de CO2 évités quand vous achetez un produit reconditionné, un smartphone reconditionné. C'est l'étude ACV de l'ADEME qui a été réalisée l'année dernière avec 50 kg de CO2. Et ça, c'est démontré maintenant scientifiquement par cette étude-là, qui a été une des premières études réalisées d'ailleurs sur un ACV complet. Et on voit justement en termes de CO2 que ça a beaucoup d'impact, et aussi en termes de matières premières primaires, ce qu'on appelle aussi le sac à dos écologique. On est à plus de 160 kg de matières premières primaires économisées quand vous achetez un produit reconditionné plutôt qu'un produit neuf. Oui, il y a un problème de projection de slide. J'ai aussi le même problème, donc je ne sais pas si la technique peut résoudre le problème. Slide suivant. Oui. On sait que pourquoi le reconditionné se développe énormément, c'est surtout parce qu'il y a une demande forte des consommateurs. Et ça, on le voit, nous, depuis 6 ans, depuis l'étude qu'on réalise avec Kantar depuis 6 ans maintenant, que effectivement, les consommateurs sont en attente d'offres engagées. Et donc, c'est important de construire des offres. Et moi, je suis très, quelque part, une démarche où on considère, en tant qu'entrepreneur, que c'est à nous de construire des offres les plus engagées, les plus optimales, pour permettre à tout type de consommateur d'accéder à des produits engagés. Donc, on le voit effectivement que souvent, le premier acheteur qui va acheter un produit reconditionné, c'est quand même les jeunes.
44% des 16-34 ans sont intéressés par acheter des produits d'occasion. Et ça, on voit une croissance importante depuis l'existence de la société. Recommerce existe depuis 2009. On a créé Recommerce à 4 associés, même si voilà, le sujet existe depuis plus longtemps. Mais les acheteurs là sont vraiment maintenant prêts à acheter de l'occasion, même s'il y a une différence entre les intentionnistes et puis ce qu'on voit dans la réalité. L'étude Kantar et les études réalisées sont souvent pas forcément toujours proches de ce qui est vraiment fait sur le marché. Donc le slide suivant explique l'écart, où vous pouvez voir qu'effectivement les intentionnistes vont se baser, donc ça c'est l'étude Kantar qu'on a réalisée en janvier 2022, où 55% des Français envisagent l'achat d'un téléphone reconditionné. Alors, c'est intéressant de prendre le smartphone. Le smartphone reste quand même un des 3 secteurs après l'automobile et après le bâtiment, après l'immobilier. C'est un peu, on considère que l'immobilier, il y a plus de 80% des maisons qui sont vendues d'occasion. L'automobile, on est aussi à des taux de plus de 70%. Et puis, le smartphone, on est sur des 15-20%, qui est un peu le 3e marché à valeur. En tout cas, on voit que les particuliers cherchent à acheter surtout des produits auprès de professionnels pour avoir des garanties, avoir de la rassurance. On l'a vu aussi avec Fnac Darty, qui devient un gros distributeur de produits d'occasion. Et l'achat auprès d'un particulier augmente moins fort qu'à une époque, reste toujours présent dans certaines catégories socio-professionnelles, même si l'achat auprès d'un particulier, avec la maturité du secteur, baisse, puisqu'il y a beaucoup plus de risques d'acheter un produit d'occasion auprès d'un particulier en matière de garantie, en matière de qualité. Slide suivant. Donc, on peut voir les facteurs importants pour l'achat. Pour l'achat des produits d'occasion, le premier reste la crainte pour ses données personnelles, surtout sur les produits qui détiennent des contenus, des disques durs, comme un téléphone portable ou un ordinateur ou d'autres types de produits. Donc la première chose qui est demandée par le consommateur, qui est indispensable pour eux, c'est vraiment la gestion des données personnelles. Ça va du transfert à la suppression. Le deuxième indicateur, qui est un peu nouveau, où on voit les Français intéressés par la réputation de l'entreprise ou de la structure qui va vous racheter ou va vous revendre votre téléphone reconditionné. Le troisième point, ça va être les pièces détachées, un souci de la pièce détachée avec une maturité du marché où les gens vont de plus en plus, les consommateurs vont de plus en plus être attentifs à est-ce que la pièce va être de bonne qualité. Bien sûr, les certifications labellisation qui vont être des reconnaissances externes qui vont permettre d'apporter une valeur supplémentaire et une reconnaissance supplémentaire. Et après, les autres points, voilà, reste le prix, la logique localisée avec Made in France et que l'entreprise soit bien française, enfin ou locale, ou européenne d'ailleurs, et puis la vision aussi solidaire de pouvoir faire des dons. Donc, slide suivant. Ce qui est important, c'est bien sûr, pour éviter tout ce qui est greenwashing, pour maintenir une qualité de la relation, c'est de donner des preuves de cette qualité. Et donc, nous, chez Recommerce, depuis 2014, on est certifié ISO 9001, 14001, EcoVadis. On est en cours de certification 27001. On a eu des premiers audits. C'est des certifications qui sont quand même très longues pour gérer la sécurité des données, faire contrôler tout le système d'information. Donc ça, c'est vraiment en cours. Et puis, on a aussi un label REC. On est labellisé REC par DECRA. DECRA va aller nous auditer les processus de reconditionnement et on va pouvoir apposer ce logo que vous voyez, ce label, pour rassurer le consommateur et faire reconnaître les audits qui sont réalisés dans nos ateliers par nos équipes en interne et par les équipes en externe. Donc nous, ce qu'on aime dire d'un point de vue déjà business, c'est qu'il faut faire ce qu'on dit et dire ce qu'on fait. C'est un peu notre culture interne qui est très importante. Là, on revient d'un séminaire de 3 jours dans les gorges du Verdon.
on a fait beaucoup de vélo et de rames. La question se posait, c'est comment on a de plus en plus d'impact. L'impact sur la biodiversité, l'impact sur les consommateurs, pour les sensibiliser. Et on sait que ça va très vite et qu'il faut adapter notre business. Et les études à Kantar sont très importantes pour nous, de répondre aux attentes des consommateurs, de les anticiper. On a toujours eu cette vision-là d'être certifié depuis le début. Et donc, si vous pouvez remettre le slide d'avant, le premier slide, Recommerce, c'est avant tout notre mission d'aider les commerçants à devenir des recommerçants, puisque notre meilleur impact, le slide encore d'avant, encore, notre première mission, c'est vraiment, merci, celui-là, c'est vraiment d'aider les acteurs à changer de modèle économique et à permettre à tout distributeur, à tout commerçant, à tout constructeur de s'intégrer dans une transition écologique, dans une économie régénérative, pour citer Fabrice Bonifay, je vous invite à lire son livre, pour permettre à tout consommateur, à tout citoyen d'agir simplement avec des solutions fournies par des distributeurs, commerçants, e-commerçants, le plus simplement possible. Donc nous, on est dans cette dynamique collective, collaborative, de co-construire des solutions. Recommerce fournit deux choses. Une première, c'est une plateforme informatique, une plateforme pour connecter des commerçants, des consommateurs, des logisticiens, des réparateurs, pour permettre à tout à chacun de participer à cette économie circulaire, pour racheter un produit usagé, le reconditionner et le revendre reconditionné, réparé. Et donc ça, c'est notre vision à nous. Recommerce est partagé au sein de notre fédération professionnelle Aircube, de construire un marché de la seconde vie, un marché de l'économie circulaire qui soit la plus responsable possible et qui permet d'embarquer n'importe quel consommateur, n'importe quel distributeur et surtout n'importe quel constructeur dans cette transition écologique pour rendre notre économie la plus régénérative possible, même si on n'est encore qu'au début de cette aventure de comment l'économie peut être aussi et surtout au service de la planète et de préserver nos ressources. Merci. Merci beaucoup, Benoît, pour ces explications et ce concept d'économie régénérative, hein, donc, qui est un véritable changement de paradigme de consommation et de production. Merci beaucoup pour votre témoignage et on vous souhaite beaucoup de succès pour l'avenir de votre démarche. Merci. On va passer maintenant à la troisième catégorie de produits qui nous intéressait d'étudier ce matin. On en a 38, je vous le rappelle, hein, on n'a pas le temps de les passer toutes. Mais là, donc on a vu bien de grande consommation, on a vu bien durable. Maintenant, Jérémy, je voulais voir avec toi ce que vous pouvez apprendre au travers de la Sustainability Sector Index dans un des secteurs du service qui est celui de la banque et de l'assurance. Ouais, alors je vais laisser toute la place à Pascal Demurger, mais juste parce qu'effectivement, la banque assurance, c'est une toute autre note de mission, un autre cahier des charges. C'est-à-dire qu'en fait, sur leur cartographie sectorielle, ce qu'on voit apparaître, en fait, ce sont des attentes prioritaires qui sont liées à des thématiques, je dirais, plus sociétales ou plus politiques. J'utilise l'adjectif haïtien. C'est-à-dire en fait réduire les inégalités dans le monde, c'est-à-dire réduire les inégalités entre individus dans la société. Ça veut dire lutter contre l'évasion fiscale, mais ça veut dire plus largement et plus hautement lutter contre la pauvreté, par exemple. Et je dirais effectivement, il y a beaucoup de banques qui commencent à réfléchir à intégrer les objectifs de développement durable dans leur réflexion et dans leurs produits, des assureurs qui décarbonent leurs investissements et leurs produits aussi, mais en fait, peu de marques comme la Maïf ont choisi de mettre en fait l'économie, pour rebondir aussi sur ce que venait de dire le précédent intervenant, mais de mettre l'économie au service de l'humain. Voilà, donc je suis ravi d'entendre Pascal Demurger. On va l'écouter. Je vous rappelle qu'il est l'auteur d'un ouvrage très intéressant qui s'intitule « L'entreprise du 21e siècle sera politique ou ne sera plus ». On écoute tout de suite Pascal Demurger, directeur général de la Maïf. Alors, selon notre étude Sustainability Sector Index, les Français sont très sensibles aux engagements RSE des entreprises et 2/3 d'entre eux estiment même que c'est à elles en priorité de répondre à ces défis. Alors que fait la Maïf pour répondre à ces préoccupations ?
Écoutez, au risque de vous surprendre, moi je dirais qu'on n'a plus depuis bien longtemps de politique de RSE à la Maïf. On a une politique de recherche d'impact systématique en réalité. Il ne s'agit plus aujourd'hui d'être dans une logique de compensation, d'avoir son activité as usual, et puis à côté d'essayer de faire des choses. C'est vraiment au cœur de l'activité que doit se loger la recherche d'impact. Et je pense que les Français sont extrêmement attentifs à cette cohérence. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle nous sommes devenus entreprise à mission, avec un certain nombre d'exigences, d'élaboration d'une feuille de route, de constitution d'un comité de mission qui vient aiguillonner la gouvernance de l'entreprise pour aller toujours plus loin sur la recherche d'impact, et puis avec la soumission à un audit extérieur qui vient vérifier la réalité de la tenue des engagements par l'entreprise. Donc c'est vraiment une logique de mettons au cœur de nos activités la recherche de notre impact positif. Par exemple, nous sommes assureurs, nous avons des centaines de milliers de véhicules par exemple, on est assureur automobile, de véhicules qui sont accidentés et qui sont pris en charge par la Maïf. On va faire en sorte, systématiquement, dans la réparation de ces véhicules, d'abord de réparer plutôt que de remplacer les pièces détachées, puis si on doit remplacer, remplacer par des pièces d'occasion plutôt que des pièces neuves. C'est juste une illustration. Alors pensez-vous que ce modèle que vous décrivez est inhérent à votre statut d'entreprise à mission ou au contraire est-il transposable à d'autres types d'organisations ? Moi je pense qu'aujourd'hui il faut se poser la question dans l'autre sens. Est-ce qu'une entreprise peut se permettre de ne pas être engagée, peut se permettre de ne pas avoir systématiquement la recherche d'un impact positif ? Quand on voit le niveau des attentes sociales à l'égard des entreprises, exprimées par les clients ou exprimées par les salariés, quand on voit tout simplement que demain, il ne sera juste plus possible de poursuivre une activité normale dans un monde dans lequel le changement climatique bouleversera complètement la donne en réalité. On voit bien qu'en réalité, les entreprises n'ont plus le choix que de s'engager. Et de fait, ça nourrit la performance, quelle que soit d'ailleurs la nature de cet engagement. Si on s'engage à l'égard de ses collaborateurs en essayant finalement de faire en sorte qu'ils s'épanouissent au sein de l'entreprise, en leur donnant du sens, en leur accordant de la confiance, en créant un climat plutôt de bienveillance, ça nourrit la performance au sens où évidemment on obtient un niveau de motivation et donc d'engagement des collaborateurs infiniment plus élevé. À l'égard des clients, c'est la même chose. Lorsque nous, en tant qu'assureurs, on fait en sorte d'avoir une relation avec nos clients qui soit dans leur intérêt et non pas dans l'intérêt de l'entreprise. Ça veut dire qu'on va délivrer un conseil dans lequel, effectivement, c'est vraiment leur intérêt que l'on recherche. On peut leur proposer, leur suggérer, par exemple, de résilier un contrat qui est devenu inutile ou de prendre un contrat moins cher mais suffisant compte tenu du bien qu'ils ont à assurer, par exemple. Ou lorsque l'on prend plus de temps dans la résolution d'un sinistre ou que l'on propose des solutions qui ne sont pas strictement prévues par les garanties. Tout ça, bien sûr, à court terme, peut coûter relativement cher, mais à long terme est le gage de la satisfaction des clients et donc de leur fidélité. Ça nourrit aussi un modèle économique. C'est la même chose pour l'engagement à l'égard du climat. Évidemment qu'aujourd'hui, les entreprises sont observées, les marques sont observées, et une entreprise qui s'engage, c'est une marque qui gagne énormément en attractivité. Tout à fait, et on retrouve d'ailleurs toutes ces idées développées dans votre ouvrage « L'entreprise du XXIe siècle sera politique ou ne sera plus ». Alors si l'on zoome sur le secteur de la banque et de l'assurance, on constate que les Français attendent prioritairement des entreprises de ce secteur qu'elles s'investissent sur les thématiques sociales. Et plus spécifiquement, ce qu'ils attendent, c'est qu'elles s'engagent sur le terrain de la lutte contre la pauvreté, de la lutte contre les inégalités salariales entre les hommes et les femmes, et puis aussi plus généralement sur le terrain de la lutte contre les inégalités économiques. Alors que fait la Maïf sur ces thématiques ? Alors effectivement, les sujets sociaux, les sujets d'inégalité sont complètement essentiels. Il ne faut surtout pas opposer fin du mois, fin du monde, et être vigilant aux deux thématiques. Moi,
que fait-on en la matière? Je pense qu'il faut distinguer là entre ce que l'on fait en interne à l'égard de nos collaborateurs, des salariés de l'entreprise, et puis ce que l'on fait en externe à l'égard de nos assurés. En interne, en tant qu'employeur, en quelque sorte, alors vous parliez d'égalité homme-femme, bien sûr, on a une politique de parité très aboutie, avec un score à l'index Pénicaud de 99 sur 100, donc on n'est pas tout à fait, c'est pas tout à fait idéal, mais c'en est quand même pas loin. Nous sommes également très vigilants à la question de l'éventail des salaires, modèle économique. C'est la même chose pour l'engagement à l'égard du climat. Évidemment qu'aujourd'hui, les entreprises sont observées, les marques sont observées, et une entreprise qui s'engage, c'est une marque qui gagne énormément en attractivité. Tout à fait, et on retrouve d'ailleurs toutes ces idées développées dans votre ouvrage « L'entreprise du XXIe siècle sera politique ou ne sera plus ». Alors si l'on zoome sur le secteur de la banque et de l'assurance, on constate que les Français attendent prioritairement des entreprises de ce secteur qu'elles s'investissent sur les thématiques sociales. Et plus spécifiquement, ce qu'ils attendent, c'est qu'elles s'engagent sur le terrain de la lutte contre la pauvreté, de la lutte contre les inégalités salariales entre les hommes et les femmes, et puis aussi plus généralement sur le terrain de la lutte contre les inégalités économiques. Alors que fait la Maïf sur ces thématiques ? Alors effectivement, les sujets sociaux, les sujets d'inégalité sont complètement essentiels. Il ne faut surtout pas opposer fin du mois, fin du monde, et être vigilant aux deux thématiques. Que fait-on en la matière? Je pense qu'il faut distinguer là entre ce que l'on fait en interne à l'égard de nos collaborateurs, des salariés de l'entreprise, et puis ce que l'on fait en externe à l'égard de nos assurés. En interne, en tant qu'employeur, en quelque sorte, alors vous parliez d'égalité homme-femme, bien sûr, on a une politique de parité très aboutie, avec un score à l'index Pénicaud de 99 sur 100, donc on n'est pas tout à fait, c'est pas tout à fait idéal, mais c'en est quand même pas loin. Nous sommes également très vigilants à la question de l'éventail des salaires. On a d'abord un salaire minimal qui est relativement élevé, 500 € au-dessus du SMIC en tant que salaire d'embauche, premier salaire d'embauche, et puis un écartement de l'éventail des salaires que l'on essaye de contenir de 1 à 20. Avec l'idée que voilà, une entreprise, c'est d'abord une communauté humaine et que l'on ne fait plus tout à fait partie, que l'on ne partage plus tout à fait le même destin, j'allais dire, si cet éventail s'ouvre trop et si on est trop éloigné finalement de la manière dont les salariés vivent leur situation dans l'entreprise. Et puis, toujours en tant qu'employeur, il y a évidemment ce que l'on fait à l'égard des collaborateurs, il y a aussi ce que l'on fait en termes d'égalité des chances sur l'accès à l'emploi et tout ce que l'on va réaliser avec l'école de la seconde chance, avec le recrutement très nombreux de stagiaires, de contrats de qualification, etc., pour donner un maximum de chances à un maximum de monde. Ça, c'est le volet employeur, et on pourrait multiplier les exemples. Et puis, et ça, on l'a peut-être un tout petit peu moins en tête en général, c'est très vrai aussi de notre activité d'assurance. On le sait, on est confronté aujourd'hui à des risques climatiques qui sont extrêmement lourds, que ce soit la sécheresse, que ce soit les inondations, les tempêtes, etc. Une des caractéristiques de ces risques climatiques, c'est qu'ils sont évidemment très inégalement répartis sur le territoire, y compris sur le territoire métropolitain. Il y a des communes, il y a des endroits très exposés à ces risques, d'autres au contraire qui en sont très préservés. La tentation d'un assureur pourrait assez rapidement et assez naturellement être d'abord dans un premier temps d'augmenter considérablement ses tarifs sur les zones les plus exposées, voire même dans un second temps, et certains pratiquent déjà cela, voire même de se retirer de certaines zones, de se retirer de certaines communes, de refuser des risques, par exemple de souscrire un contrat d'assurance habitation dans une commune qui est trop exposée. On voit bien que l'impact social de telles pratiques est absolument considérable. Ça veut dire qu'on prive, on empêche des personnes de s'assurer pour leur habitation, alors même qu'elles habitent à un endroit, elles ne peuvent évidemment pas du jour au lendemain déménager. Et donc nous avons une politique au contraire
de mutualisation, c'est-à-dire de répartition de la charge sur l'ensemble finalement du portefeuille d'assurés, pour que ceux qui sont par malchance exposés à un risque particulièrement élevé ne soient pas exclus du système assurantiel. Alors les Français attendent également des institutions financières et des assurances qu'elles limitent leur empreinte carbone, soit par leur propre activité, mais aussi dans leurs investissements. Qu'en est-il à la Maïf ? Alors de la même manière, je disais qu'il fallait absolument que la recherche d'impact soit au cœur de l'activité de l'entreprise. Nous sommes assureurs, mais en tant qu'assureurs, nous sommes aussi un investisseur institutionnel. Et donc, bien sûr, à travers notre politique d'investissement, nous recherchons un impact le plus positif possible. Et là aussi, avec une recherche de cohérence, on ne se contente pas, même si on le fait beaucoup, d'investir dans des énergies vertes, par exemple, dans du solaire, dans de l'éolien. On a beaucoup d'investissements sur la transition énergétique, mais aussi sur la transition agricole, sur le soutien à l'agriculture biologique. Mais dans le même temps, évidemment, il ne s'agit pas de continuer à investir, par exemple, dans les énergies carbonées. Et donc, on s'est retiré de manière systématique de tout investissement direct dans le charbon, le pétrole, dans l'ensemble des énergies carbonées. Donc, il y a vraiment cette recherche à la fois d'action systématique en tant qu'assureur, en tant qu'entreprise, en tant qu'investisseur, et recherche de cohérence. On investit dans le green, mais on se désengage de ce qui, au contraire, est tout simplement polluant et dérègle le climat. Alors nous venons de faire une plongée passionnante dans 3 secteurs et je remercie encore vraiment très chaleureusement les intervenants responsables de marque qui ont accepté de réagir en avant-première aux résultats de la Sustainability Sector Index. Alors je vais me retourner vers toi, Jérémy, à nouveau pour cette dernière partie de l'émission. Et au-delà de ces problèmes spécifiques à ces 3 secteurs, est-ce qu'il y a des thématiques transversales qui émergent pour l'ensemble des secteurs et j'aimerais que tu puisses nous en parler. Alors, effectivement, l'étude permet effectivement de se plonger dans un secteur ou une catégorie, mais ça permet aussi d'aller regarder, pour qu'on puisse tous s'y identifier ce matin, d'aller regarder en fait effectivement quels sont les grands sujets qui montent, je dirais quasi transversalement, ou en tout cas pour un grand nombre de secteurs. Le premier, c'est ce que les anglo-saxons appelaient le waste, donc les déchets, les enjeux aussi derrière de gaspillage. D'accord. Alors, on le sait, l'intérêt consommateur pour ces enjeux, ces sujets, était très fort en 2021. Il l'est encore plus en 2022. Pourquoi ? Parce que c'est devenu une évidence et un enjeu très concret. Ce qui est gaspillé est aussi un gaspillage d'argent. Ouais. Donc, ce n'est pas non plus anormal que de voir parmi les premiers comportements éco-pratiques que le consommateur veut adopter, notamment en France, eh bien, toutes ces questions de réduction, de gaspillage énergétique, alimentaire, la sobriété en eau, etc. Et donc, c'est aussi tout à fait logique de voir, je crois, 28 secteurs sur les 38 que l'on couvre dans l'étude, voir ces sujets à la fois de suremballage, mais aussi de surconsommation et donc de gâchis dans la société comme priorité, ou en tout cas comme ce qui devrait être leur challenge spécifique. Alors, si effectivement on se concentre sur le suremballage, un des premiers concernés, j'entends par là la catégorie qui voit ce sujet comme le sujet numéro 1, eh bien, c'était slide d'avant-Pierre, mais pardon, excuse-moi. C'était la santé et la pharma. La surconsommation, alors là, c'est beaucoup plus de secteurs. Tu vas y trouver effectivement la tech, tu vas y trouver le divertissement, tu vas y trouver dans la food la viande et les fruits et légumes. Et puis, je pense que c'est intéressant d'aller regarder qui voit ces sujets comme priorité number 1, mais c'est aussi intéressant de comprendre le contexte. Ouais. Et effectivement, le contexte, il est le suivant. On a des consommateurs qui aujourd'hui
demande à toutes les entreprises, en fait, de repenser en fait la consommation et la surconsommation dans la société. Ça veut dire arrêter de défendre l'idée de produits jetables. Ça veut dire aussi, à même hauteur, arrêter de défendre, par exemple, l'emballage à usage unique. Et ça, c'est encore plus fort en France qu'ailleurs. D'accord. Bon, donc effectivement, des chiffres assez éloquents. Je ne suis pas sûr que tout le monde les ait bien vus à l'écran, donc je les laisse un petit peu s'imprimer pour chacun. De toute manière, vous aurez le rapport, mais effectivement, on comprend bien que les consommateurs sont assez mûrs dans leur compréhension de ce qu'il faut faire au travers de ces chiffres. Alors, une deuxième thématique, on l'a évoqué, c'est la thématique de la décarbonisation, de la lutte contre les gaz à effet de serre. Et donc, quelles sont plus précisément les attentes, Jérémy, des consommateurs en la matière? Là encore, je pense que ça ne fait plus trop débat. Il faut lutter contre le réchauffement climatique. Il faut aussi lutter pour réduire notre empreinte carbone. Je crois que tu parlais il y a quelques années. Moi, j'ai en tête l'accord de Paris qui nous donnait comme objectif de réduire le réchauffement climatique à plus 2 degrés d'ici 2050. 2050, c'est dans moins de 30 ans. À l'époque, je me rappelle qu'on disait que l'empreinte carbone des Français, c'était 11 tonnes et que ça voulait dire qu'en gros… Et les 1% les plus riches, c'est 70 tonnes, les 10% les plus riches, c'est 25 tonnes et les 50% les plus pauvres, c'est moins de 2 tonnes. Donc, on voit qu'il y a aussi dans cette empreinte carbone, on y reviendra, une thématique sociale. Tout à fait. En tout cas, ça donnait comme objectif de réduire de 80% cette empreinte carbone en moins de 30 ans. Oui, tout à fait. Donc, le conso, il a ça en tête. Il se dit, c'est un gros chantier et je ne vais pas faire le chemin tout seul. J'ai besoin que les marques m'accompagnent. Donc, là encore, c'est assez logique. On a 15 secteurs sur les 38 que l'étude couvre qui voient ces sujets d'émissions de dioxyde de carbone, mais aussi de réchauffement climatique parmi leurs enjeux. Ouais. En tout cas, les attentes prioritaires du point de vue du conso. Et là encore, beaucoup de secteurs sont fléchés ou en tout cas premiers concernés, c'est-à-dire que ces sujets sont leur priorité number one. Ouais. Bon. Là encore, c'est un contexte en fait où tous les consommateurs en fait attendent de toutes les entreprises qu'elles repensent en fait leur empreinte carbone, c'est-à-dire qu'elles repensent en fait l'empreinte de leur activité, voire de leur présence sur la planète ou parmi nous dans la société. Donc là encore, il y a aussi une idée de contexte à avoir pour ces marques en tête. On a vu dans les témoignages, effectivement, que dans les industries pour lesquelles c'est une priorité, comme l'électronique, on avait des entreprises en mouvement. Donc, c'est quand même plutôt positif de le voir. Donc, finalement, les consommateurs, qu'est-ce qu'ils vont pouvoir du coup, suggérer comme solution aux entreprises? Là, très clairement, ça flèche un sujet d'actualité, c'est la réduction de la consommation énergétique, carrément, je pense. C'est un sujet d'actu, mais c'est aussi parmi les grandes attentes du point de vue du consommateur. Ouais, 45%, on le voit s'afficher. Et puis, l'énergie renouvelable, on a pas mal parlé aussi avec les parcs d'éoliennes, à 63% sur la France. Thématique importante. Troisième grande thématique qui émerge de manière transversale dans l'étude, c'est celle de la biodiversité. Alors, ça, c'est peut-être un peu plus surprenant. On en parle, mais peut-être moins. On en parle. J'allais même dire, c'est un sujet, je pense, qui explose depuis 2 ans. Ah, d'accord. Pour moi, mais c'est ma lecture. Mais tu es au fait des tendances. Voilà. Je pense en fait que les consommateurs citoyens, ils ont vu lors du tout premier confinement, c'est pour ça que je date bien précis, en fait, l'explosion de ce sujet. Des renards dans les villes. Précisément l'explosion de ce sujet. Lors du tout premier confinement, on a vu en fait, ou plutôt on a pris conscience en fait de l'impact de notre présence sur le tissu vivant de la planète. Je pense qu'on a en tête les images des canaux de Venise libérés de l'activité humaine et qui redevenaient assez rapidement transparents et limpides. Pas limpides, je ne sais pas être transparent, mais en tout cas limpides. Donc je pense que le consommateur, il a pris conscience là de l'impact de sa présence sur la planète, enfin sur la vie en fait, la nature, la faune, la flore, mais il a aussi pris conscience, pour reprendre la formule de WWF, c'est un peu, en fait, il n'y a pas d'humain en bonne santé sur une planète malade, quoi. Donc,
c'est cette double prise de conscience, à la fois un enjeu de santé et puis aussi un enjeu, j'allais dire, de vie sur notre planète, de vie de faune, de vie de flore, etc., flèche là encore tout naturellement un bon nombre des catégories. C'est la reconnexion avec la nature dont parlait donc, Marion. Exactement, et c'est pour ça que ça a fait tilt chez moi. Je pense que ça explique aussi pourquoi on trouve là 10 secteurs sur les 38 qu'on couvre directement concernés par ces enjeux. Alors évidemment, si on parle de déforestation, on va plutôt être sur les marques, je ne sais pas, de café et thé et d'ameublement, parce que le meuble, ça utilise du bois. Si on parle d'agriculture intensive, c'est en fait toutes les marques qui proposent des produits d'origine animale. Enfin, si on parle de pollution plastique, on va plutôt être sur les marques de boissons, mais aussi les marques d'hygiène dans cet enjeu de l'eau. Là encore, je pense que ce qui est intéressant, c'est de remettre en contexte. L'étude permet de le faire, en fait. Les consommateurs, et notamment français, demandent à toutes les entreprises, en fait, pour reprendre les mots de Marion, de replanter, de régénérer, de participer à cet effort pour retrouver la planète ou la Terre telle qu'on nous l'avait donnée à l'origine. Alors, je ne sais pas si on y arrivera. C'est ambitieux comme idéal, mais en tout cas… Dans le nid de Rousseau. Derrière cet idéal, en fait, il y a aussi très concrètement d'arrêter une certaine agriculture dont les techniques, les méthodes sont dommageables à la nature. Et puis, ce que je trouvais intéressant au travers de l'étude, c'est de constater comment le consommateur français, à même hauteur, était sensible à la biodiversité sur Terre, mais aussi sous l'eau, c'est-à-dire protéger les espèces marines menacées, mais aussi protéger l'eau en tant que ressource. Et là encore, je pense qu'en face, on voit des marques, y compris sur des secteurs ou des catégories difficiles, je pense au textile, des marques comme, difficiles parce que régulièrement critiquées sur ces questions, des marques comme Wrangler, par exemple, proposaient des techniques tout à fait révolutionnaires de coloration du denim, techniques, on le sait, assez consommatrices en eau, mais des techniques révolutionnaires qui permettent d'économiser 100% d'eau, mais aussi de produire 60% de moins de déchets. Donc, je reboucle aussi sur un des grands sujets aux yeux du consommateur. Alors, sur la thématique de l'eau, je lisais récemment un article dans Oui Demain, très bon magazine que je vous conseille d'ailleurs, qu'un Français, par jour, consomme 5 à 7 000 litres d'eau. Alors, c'est pas que la douche, mais c'est notamment dans ces 5 à 7 000 litres d'eau, la moitié, c'est l'alimentation. Mais aussi pour, effectivement, tu le rappelles, pour l'habillement, on utilise beaucoup d'eau. Pour fabriquer des puces électroniques, on utilise beaucoup d'eau. Donc, cette thématique, encore une fois, des consommateurs qui l'ont bien compris. Alors, on a parlé de cette spécificité française. Donc là, on vient de parler de 3 sujets écologiques. Là, je me promenais dans le quartier, j'ai visité un magasin de bien d'occasion dans le 18e, les ateliers de la Goutte d'Or. Et leur slogan, c'est… l'écologie sans lutte sociale, c'est du jardinage. Donc, effectivement, on retrouve un peu ces chiffres dans l'étude, puisque les Français sont très sensibles à cette thématique sociale. Est-ce que tu peux justement nous en dire un petit peu plus ? Oui, alors, je ne sais pas si le consommateur parlerait de jardinage, mais en tout cas, ce qui se dit, c'est que, notamment en France, c'est que le social est un pilier tout aussi fondamental. En fait. Pour aller, encore une fois, vers cet avenir meilleur, sinon plus durable. Le pilier social du développement durable, c'est quoi ? C'est favoriser en fait la cohésion de l'humanité, donc réduire en fait les inégalités entre les peuples, entre les individus et aussi entre les parties prenantes derrière nos marques. Et on le voit, en fait, ce pilier va cristalliser réellement en fait les attentes, voire à ce niveau les exigences en fait du consommateur français. Alors là, très clairement, ce sont 9 secteurs sur les 38 qui sont directement visés. Par quoi ? Par les sujets d'exploitation de la main-d'œuvre, de travail des enfants, mais aussi de violence à l'égard des femmes. Par là, j'entends réduire les inégalités économiques et à même hauteur les inégalités de genre. On le sait, désormais, les sociologues ne cessent de le répéter, mais ces 2 questions en fait, sont intimement liées. Et effectivement, là, on va y trouver parmi les tout premiers concernés la fashion, les alcools, le luxe et de manière générale tous les produits du quotidien les moins abordables. Alors là encore, ce qui est intéressant de regarder, c'est
c'est les pertinences sectorielles de ces sujets et en même temps les remettre en contexte, leur donner du sens. Le sens, c'est quoi? C'est des consommateurs qui aujourd'hui attendent en fait de toutes les entreprises, par exemple, qu'elles proposent un salaire suffisant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire un salaire qui correspond suffisant pour subvenir aux besoins du collaborateur sur un marché ou les marchés sur lesquels en fait les entreprises opèrent. Oui, d'accord. Et c'est pour ça que très tôt ce matin, je disais, en fait, pour le consommateur français, en fait, il y a conscience en fait, qu'il y a des devoirs de l'employeur comme des devoirs de la marque commerciale. Pour lui, en fait, ce sont les devoirs de l'entreprise qui a derrière ces différents points de contact avec les différents publics de l'entreprise. Mais pour lui, en fait, c'est systémique, en fait, cette idée. Très bien. Je te remercie beaucoup, Jérémy. On avait encore beaucoup de choses à voir et notamment, je sais que tu voulais nous parler effectivement de la capacité des marques à aider les consommateurs à traduire des intentions en action, puisque c'est quand même l'un des grands enseignements et on a beaucoup d'éléments sur ce. Tu peux peut-être en dire 2-3 mots juste. Oui, je pense que ce qui est surtout intéressant, c'est de voir, c'est un enseignement très fort en 2021, c'est de voir en fait l'écart qu'il y a entre notre volonté d'être des consommateurs engagés et puis en fait le fait qu'en fait on est peu nombreux à avoir fait. Parce qu'on n'a peut-être pas les moyens de faire, et bien en fait pour que ça soit opérationnel pour notre auditoire, mais c'est de bien comprendre qu'en fait l'étude permet aussi de cerner les freins à l'accélération des transitions. Le premier, c'est le prix, on en a parlé. Le second, c'est en fait j'ai du mal en fait à m'y retrouver, je veux être sûr de mon choix, donc c'est davantage de label. Oui, et de pédagogie aussi. Et de pédagogie, oui, tout à fait. Les labels, j'allais dire, ça va plutôt correspondre au troisième frein qui est aidez-moi à m'y retrouver. D'accord. Et c'est cette idée d'accompagnement du consommateur. Et enfin, peut-être le dernier point, si je peux me vas-y. quelques secondes. Allez, prends quelques secondes. C'est en fait cette sensation du consommateur que peut-être que ces produits et ces services durables sont nouveaux à ses yeux. Est-ce que ça va avoir la même qualité? Est-ce que ça va fonctionner aussi bien? Et ça aussi, ça flèche l'idée qu'il faut le rassurer, en fait, ce consommateur, pour accélérer réellement dans le changement. Merci infiniment, Jérémy, d'avoir partagé tous ces enseignements avec nous ce matin. Alors, je vous rappelle que la Sustainability Sector Index, c'est une étude unique de par sa couverture, 43 sujets, 38 catégories, 32 pays, plus de 30 000 interviews. Si vous voulez en savoir plus, vous contactez l'un de nos experts sur ces sujets de RSE, Patricia Flores, Jérémy, que vous avez longuement entendu parler, qui parle si bien, Karine, notamment sur l'univers de la food, et Karine qu'on va d'ailleurs retrouver à midi. Là, vous pouvez avoir la chance de l'écouter dans une émission de l'ADN sur la transition alimentaire à l'épreuve de l'inflation. Donc, on va aller creuser un peu ce sujet-là. Mais Karine sera présente aussi au CIAL, donc Kantar Insight est partenaire du 15 au 19 octobre. Autre thématique, là on va encore creuser davantage le sujet de la finance au travers d'un webinar le 11 octobre, donc webinar organisé au niveau Europe sur les tendances de développement durable dans la finance. Et puis, depuis 7 ans, on est partenaire du Club des annonceurs sur vraiment un très beau format qui s'appelle The Brand Immersion et qui, cette année, est consacré à la question peut-être, en tout cas centrale, how much is enough? Donc, du coup, et effectivement, que l'on peut voir d'ailleurs cette question dans les deux sens. Qu'est-ce qui est trop, qu'est-ce qui n'est pas assez? Écoutez, je vous remercie infiniment de votre participation à votre webinaire. Vous étiez très nombreux. Encore une fois, vous pouvez avoir accès au replay, télécharger le rapport de cette présentation. Et on vous dit à très bientôt. Merci beaucoup et merci beaucoup encore à nos 4 intervenants externes, Marion Moulin, Géraldine Olivier, Benoît Varin et Pascal Demurger. À bientôt.